Emmanuel Macron va-t-il être contraint un jour de quitter le pouvoir? La procédure de destitution d'Emmanuel Macron lancée par le groupe de la France Insoumise a été jugée recevable ce mardi à l'Assemblée nationale. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'elle a réellement des chances de passer? Et surtout, pourquoi est-ce que tout cela fait autant débat? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Merci au passage d'être chaque jour plus nombreux à suivre ce format, que ce soit sur YouTube ou alors en podcast. Alors la destitution, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, c'est donc une procédure de droit qui vise à priver quelqu'un de sa fonction. Là en l'occurrence, l'idée pour la France Insoumise qui porte ce projet serait de priver Emmanuel Macron de cette fonction de président. En France, il existe dans la Constitution, donc dans la norme suprême du pays, l'article 68 qui prévoit la possibilité de démettre le président de la République, donc de le pousser en quelque sorte à la démission, et ce, en cas, je cite, de manquement à ses devoirs. Ici, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, la France Insoumise dénonce la posture du président de la République qui, après les élections législatives, a décidé de ne pas nommer Lucie Castet comme première ministre, alors que le nouveau Front Populaire est arrivé en tête de ces élections. Alors je le disais, cette procédure de destitution, elle a été lancée donc par la France Insoumise et elle a été jugée recevable ce mardi matin par le bureau de l'Assemblée nationale, qui est la plus haute instance exécutive de l'Assemblée. Son rôle, c'est notamment de s'assurer que les critères posés par l'article 68 de la Constitution sont bien respectés. Alors en soi, c'est pas vraiment une surprise que ce soit validé par ce bureau, puisque la gauche est majoritaire dans cette instance, elle a 12 sièges sur 22. Mais alors pourquoi est-ce que cette tentative de pousser Emmanuel Macron hors du pouvoir fait autant débat au sein de la gauche? Il y a d'abord la question de l'attitude à adopter face à Emmanuel Macron. La France Insoumise semble vouloir aller jusqu'au bout de cette procédure, alors que les autres partis semblent beaucoup plus frileux. Par exemple, les députés du Parti Socialiste ont choisi de ne pas s'opposer à cette procédure de destitution, donc ils laissent entre guillemets la procédure se faire, mais ils ont aussi déclaré qu'ils voteraient unanimement contre, estimant que cette procédure est vouée à l'échec et qu'elle serait susceptible de donner une forme de légitimité au président. En gros, pour faire simple, ils estiment donc que ça n'a aucune chance de passer. Ils estiment donc que le fait que cette procédure soit finalement retoquée et qu'elle ne soit pas adoptée à l'issue de tout ça ne fasse que renforcer donc Emmanuel Macron. Alors factuellement, c'est vrai que cette procédure et donc une potentielle destitution d'Emmanuel Macron, ça a très peu de chances de passer. Je vous passe les détails, mais il faut notamment l'approbation des 2/3 des parlementaires des deux chambres. Donc on parle là du Sénat et de l'Assemblée nationale réunis en haute cour. Et en gros, ça semble extrêmement improbable puisque la gauche n'est pas majoritaire au Sénat et vous l'avez compris, à l'Assemblée nationale, elle a environ 1/3 des sièges de députés et évidemment que le camp présidentiel ne va pas voter pour. Et on imagine mal aussi aujourd'hui le Rassemblement national voter une telle procédure. Dans les faits donc, ça a très peu de chances de passer, mais c'est donc finalement davantage un symbole, un coup de communication politique de la France Insoumise, qui mettent d'ailleurs beaucoup en avant ces derniers jours leur pétition nommée Macron Destitution, qui a recueilli près de 300 000 signatures. Une pétition qui est donc beaucoup signée, mais qui factuellement dans la procédure ne change pas grand-chose, puisque vous l'aurez compris, ce sont donc les parlementaires qui ont le pouvoir là-dessus. Bref, ça illustre donc des divergences sur la posture, on va dire, à adopter par rapport à Emmanuel Macron. D'ailleurs, on a la même question par rapport à Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, avec certains camps, par exemple, le Parti communiste français et Fabien Roussel, qui ont accepté de discuter avec Michel Barnier, même s'ils ont aussi dit qu'ils voteraient une motion de censure pour essayer de pousser à la démission Michel Barnier, tandis qu'il y a d'autres partis du nouveau Front Populaire, par exemple la France Insoumise, qui considèrent qu'il ne faut pas rencontrer Michel Barnier. Bref, une procédure de destitution, ça semble impossible, mais il y a tout de même quelques interrogations sur la capacité d'Emmanuel Macron à rester au pouvoir jusqu'en 2027, et certains estiment qu'il pourrait même finir par démissionner. Alors disons les choses tout de suite, c'est très peu probable aujourd'hui, mais tout de même, on sent que c'est quelque chose qui est de plus en plus discuté. Par exemple, on peut parler d'Édouard Philippe, c'est donc l'ancien Premier ministre, maire du Havre et désormais candidat à la prochaine présidentielle. Il a déclaré il y a quelques semaines qu'il était candidat donc à la prochaine présidentielle avec cette formulation-là, sous-entendu donc ce n'est pas forcément en 2027. Et par ailleurs, dans une interview au magazine Le Point, il confirmait être prêt en cas d'organisation de présidentielle anticipée, une organisation donc de présidentielle anticipée qui serait liée donc à une démission du président français. Alors évidemment, en étant candidat maintenant, Édouard Philippe n'est pas sûr qu'Emmanuel Macron va démissionner avant 2027. Encore une fois, ça reste relativement peu probable, mais tout de même, il se place en estimant qu'il y a une possibilité et donc il se porte candidat dès maintenant. Concrètement, certains estiment qu'une
Une telle démission pourrait arriver si le président considère que la situation politique est complètement bloquée, qu'il est impossible de désigner un gouvernement qui tient, ou alors d'ailleurs d'avoir une majorité qui ressort des élections législatives. Alors maintenant, ce qu'on peut aussi noter, c'est ses déclarations. En 2019, par exemple, Emmanuel Macron déclarait lors de la période des Gilets jaunes, je cite, « Le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. » Certains estiment donc que c'est le cas aujourd'hui, puisque le camp présidentiel ne ressort pas en tout cas en tête aux élections législatives. Et cependant, ce qu'on peut aussi noter, c'est que Emmanuel Macron persiste et signe. Aujourd'hui, il semble exclure toute démission. Il avait notamment déclaré, je cite, « Vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu'en mai 2027, protecteur, je cite toujours, à chaque instant de notre République, de nos valeurs, respectueux du pluralisme et de vos choix, à votre service et à celui de la nation. » Fin de citation. Aujourd'hui donc, ce scénario d'une démission par le président français semble plutôt exclu de son côté. Alors maintenant, si Emmanuel Macron reste au pouvoir jusqu'en 2027, faudra voir déjà si le gouvernement à venir de Michel Barnier arrive à tenir dans la durée. Si c'est pas le cas, il pourrait y avoir des nouvelles élections législatives dès l'été prochain, puisque c'est maximum une fois par an les élections législatives. Voilà en tout cas pour ce qu'il en est pour le moment. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après pour la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Dominique Pellicot, le principal accusé dans le procès des viols de Mazan, s'est exprimé pour la première fois ce mardi et a reconnu les faits dans leur intégralité. Si vous n'aviez pas suivi, Dominique Pellicot est soupçonné d'avoir drogué son ex-femme Gisèle pendant des années pour ensuite la violer et la faire violer par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet alors qu'elle était inconsciente. Alors ce mardi, il a admis, je cite, « Je suis un violeur comme les autres dans cette salle. Ils savaient tout, ils ne peuvent pas dire le contraire », évoquant donc les 50 co-accusés du procès. Il a aussi dit regretter et demander pardon, même si ce n'est pas pardonnable. Il faisait son retour au tribunal après plusieurs jours d'absence à cause de problèmes de santé. Dans les prochains jours, la cour doit entendre les autres accusés, âgés de 26 à 74 ans. On suivra ça. Deuxième actu, le groupe américain Meta, donc la société qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé ce lundi bannir les médias d'État russes sur ses différentes plateformes. La raison, c'est que le groupe veut éviter, je cite, toute activité d'ingérence étrangère. Concrètement, il craint que des médias comme Rossiya Segodnya ou Russia Today, contrôlés par le pouvoir russe, utilisent ces applications pour récolter des informations. À noter que cette annonce tombe après que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dénoncé vendredi des activités de déstabilisation du média Russia Today, transformé selon lui en branche du renseignement russe dans le monde. En juin, la Russie avait de son côté bloqué l'accès à plus de 80 médias européens. Alors suite à ça, le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a réagi en déclarant, je cite, « De telles actions contre les médias russes sont inacceptables ». Il estime aussi que Meta se discrédite en prenant sa décision. Troisième actu, une photo d'un débris du sous-marin Titan qui a implosé près du Titanic l'année dernière a été dévoilée pour la première fois. Le Titan, c'est donc ce sous-marin qui avait disparu dans l'océan Atlantique le 18 juin 2023 lors d'une mission pour explorer l'épave du Titanic qui lui a coulé en 1912. Le Titan a sombré avec 5 passagers à son bord. Un an plus tard, l'enquête continue pour comprendre ce qu'il s'est passé ce jour-là. Des employés d'OceanGate, la société qui exploitait le sous-marin, ont été entendus dans le cadre d'une audience et une image du cône arrière du sous-marin a donc été dévoilée. Les gardes-côtes ont aussi dévoilé la dernière conversation entre les passagers du Titan et le navire chargé de remorquer le Titan. On peut notamment entendre dans l'enregistrement, je cite, « Tout va bien ici ». Quatrième actu, la réforme du brevet des collèges ne sera finalement pas adoptée cette année. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le ministère de l'Éducation nationale. Cette réforme devait notamment revoir l'équilibre entre le contrôle continu, donc les notes qu'on a pendant l'année, et les épreuves finales, et surtout rendre obligatoire le brevet pour tous les élèves qui souhaitent intégrer le lycée. Elle devait notamment s'appliquer à partir de la rentrée 2024-2025, mais l'arrêté, donc le document qui acte officiellement la décision, n'a pas été signé à temps, a reconnu le ministère de l'Éducation nationale. Il faut désormais attendre de voir ce que décidera le prochain ministre de l'Éducation nationale pour une possible application à la rentrée 2026. Cinquième actu, le rappeur américain Diddy a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi à New York. C'est ce qu'a annoncé la justice fédérale américaine suite à plusieurs plaintes déposées contre lui. Au total, 9 plaintes ont été déposées depuis novembre 2023. Son nom est évoqué dans plusieurs affaires d'exploitation sexuelle et de violence physique et psychologique. Parmi les plaignantes, on trouve notamment son ex-compagne, la chanteuse Cassie. En novembre 2023, elle l'accusait d'avoir eu un comportement violent et déviant avec elle pendant 10 ans, mais aussi de viol. Un accord confidentiel signé entre les deux camps a récemment permis de régler l'affaire, je cite, à l'amiable. À noter aussi que Diddy a toujours nié ces accusations. Et on termine avec cette actu, et c'est une bonne nouvelle pour la médecine. Une nouvelle étude française présentée ce week-end lors d'un congrès promet de révolutionner le traitement par radiothérapie du cancer du sein. La radiothérapie, c'est un traitement médical qui utilise des rayonnements
rayonnements ionisants, comme les rayons X, les rayons gamma ou les particules, pour détruire les cellules cancéreuses ou empêcher leur croissance. Et donc cette étude a évalué pendant 5 ans 1265 patients et a comparé les effets d'une radiothérapie standard de 5 semaines avec un nouveau schéma raccourci à 3 semaines avec une dose plus importante à chaque séance. Ces femmes avaient tout un cancer du sein avec atteinte ganglionnaire, donc la tumeur n'était plus localisée mais s'était propagée aux ganglions lymphatiques. Selon Sofia Rivera, en charge de l'étude, ça voudra donc dire que les patients auront des traitements moins lourds. C'est donc une bonne nouvelle. Merci beaucoup Blanche. Alors on termine avec la question du jour aujourd'hui, une question qui a été posée par l'un ou l'une d'entre vous. Hugo, peux-tu donner des nouvelles de Paul Watson? Bon, je ne vous avais rien suivi, pas de panique, mini résumé là-dessus. Paul Watson, c'est donc ce militant contre la chasse à la baleine. Il a fondé l'ONG Sea Shepherd, que vous connaissez très probablement. Il a été arrêté donc le 21 juillet au Groenland, territoire donc du Danemark, car le Japon, qui souhaite son extradition, l'accuse d'avoir blessé en 2022 l'équipage d'un navire japonais qui chassait des baleines. Une blessure qui aurait été causée dans le cadre d'une campagne menée par l'ONG Sea Shepherd. Lui, de son côté, dément toutes ces accusations. Alors, le Japon demande l'extradition, donc l'envoi de Paul Watson directement au Japon pour qu'il soit jugé. Cette demande, elle devait être examinée au Danemark le 4 septembre. Finalement, ça a été reporté au 2 octobre. Donc, pour l'instant, eh bien, on est en quelque sorte en attente de ce verdict du Danemark le 2 octobre. En attendant, il est toujours détenu actuellement au Groenland. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que ce mardi, 95 parlementaires socialistes ont publié une tribune dans le Nouvel Obs appelant le Japon à abandonner justement cette procédure d'extradition et demandant donc au Danemark sa libération. On verra donc ce qu'il en est. Évidemment, on vous tient au courant directement sur ce format, mais c'était une question intéressante pour faire une petite mise à jour sur la situation actuellement. Je vous avais d'autres questions au passage, soit sur les coulisses de notre travail, soit sur des questions d'actualité. Posez-les dans les commentaires sur YouTube.